Comment le World Forum économique veut imposer l'idéologie de la dépopulation? Combien de milliards d'habitants doivent périr pour que les mondialistes aient réussi leur dépopulation? Qui sera la future élite choisie pour continuer à vivre sur Terre? Patrick Pazin, éditeur et qui enquête sur la question de l'abondance, nous expliquera ce qu'est ce plan machiavélique des mondialistes. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, c'est parti! Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les grands médias subventionnés. On va parler d'abondance, de dépopulation, d'avenir, mais aussi de ce que souhaitent, de ces projets que veulent nous imposer ces mondialistes. On en parle nulle part ailleurs, évidemment. C'est pour ça qu'ici, on va aborder ce sujet. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à l'aide de Géopolitique Profonde. La seule et l'unique, elle est là, elle est présente, je la tiens entre les mains. Et je peux annoncer le dernier grand article en exclusivité de Pierre Hillard. Allez-y, abonnez-vous, c'est en dessous, sous la miniature. Bonsoir, mon Patrick, est-ce que je suis content de te voir? Moi aussi, merci. On parle d'abondance. Oui. Tiens, l'abondance, d'ailleurs, c'est le terme qu'a utilisé Monsieur Macron. C'est la fin de l'abondance. Oui. Est-ce que c'est un hasard, non. ce qu'il a dit, ce terme? Non, c'est un... En fait, ça fait très longtemps qu'en fait, il y a cette question de la surpopulation de la Terre. Et donc, en fait... on va en parler pendant l'émission. Ça remonte en fait à la fin du XVIIIe siècle, même début du XIXe siècle avec Malthus, où je vais employer des mots un peu violents, mais en fait, face aux masses grouillantes d'ouvriers en Angleterre et ailleurs dans le monde, en fait, les élites anglo-saxonnes ont considéré que, en fait, il y avait trop de monde sur Terre et qu'il fallait s'en débarrasser. Et en fait, on voit, donc au XIXe siècle, c'est là où on voit le darwinisme arriver, qui devient le darwinisme social, où en fait, les meilleurs, les plus forts, seuls ceux-là doivent survivre. Et puis en fait, on va voir à partir de la fin du XIXe siècle, donc prospérer l'eugénisme. Donc il faut supprimer les sourds, les épileptiques, enfin les paralysés, les handicapés, les malades mentaux. Là, on parle quasiment même de nazisme. Les nazis l'ont fait, oui, mais ce ne sont pas les seuls. Parce qu'ils se sont aussi inspirés de Darwin, à leur façon, on va dire, mais ils se sont inspirés de ses travaux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc les travaux de Darwin, les travaux de Malthus, et donc en fait il y a des États aux États-Unis, mais également au Canada, qui vont mettre en œuvre des pratiques de stérilisation obligatoire. Alors par exemple notamment les communautés autochtones au Canada. Ils rentrent pour on va dire une pneumopathie à l'hôpital, enfin une femme en âge de procréer rentre pour une pneumopathie à l'hôpital et ressort stérilisée sans le savoir. Donc il y a des États qui ont pratiqué et sur des centaines de milliers de personnes. Je sais que la Suède a pratiqué ça aussi, bien sûr. Après-guerre. Oui. Et aux États-Unis, on retrouve officiellement ce genre de pratique jusque dans les années 50 du XXe siècle. Donc c'était tout à fait normal de ceux qui n'étaient pas conformes de les empêcher de se reproduire. Donc ça pose d'énormes questions sur le plan philosophique, sociologique, finalement sur la conception de ce qu'est l'humanité. Et donc à l'époque, c'est donc les handicapés, etc., les malades mentaux qu'il faut supprimer. Et puis en fait, puisque tu as introduit l'émission avec le Forum économique de Davos, donc les mondialistes, en fait, ils ont poursuivi, en fait, c'est le Club de Rome, c'est-à-dire qu'ils partent de l'idée que les ressources sur Terre sont limitées, et donc en fait, nous sommes trop nombreux, donc il faut que l'humanité retombe à 2 milliards d'habitants. Et donc ces gens-là
ne pourront pas jouir du consumérisme, capitalisme, comme ils le souhaiteraient. Parce que j'imagine c'est surtout ça, en fait. C'est qu'ils se disent, voilà, il y a trop de gens sur Terre, trop de bouches à nourrir, et on préfère ne se nourrir, nous, que de partager, on va dire. Mais c'est pas on va dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a vu, tu te souviens de cette séquence de Laurent Alexandre, de mémoire c'était à l'école polytechnique, où il dit vous les dieux et puis les autres. D'ailleurs, on voit notre Premier ministre qui parle des gens d'en bas. Enfin, des gens d'en bas. Ou ceux qui ne sont rien pour M. Macron. Voilà. Donc ceux-là, effectivement, et ça revient de plus en plus, n'ont pas le droit de vivre sur Terre. Et en plus, c'est poussé par une écologie politique qui nous explique que le ciel va nous tomber sur la tête. Et si le ciel va nous tomber sur la tête, c'est parce qu'en fait, il y a trop d'êtres humains. En fait, le virus, c'est l'homme. C'est-à-dire que alors, c'est pas encore dit comme ça. Enfin, ça commence à l'être, parce que je le vois auprès des familles, enfin, de nouvelles générations d'enfants de centre-ville, de 20-25 ans, ou peut-être parfois même plus jeunes, qui nous disent, voilà, pour ne pas polluer, je ne veux pas avoir d'enfants. Oui. Donc, visiblement, il y a quand même une nouvelle génération qui commence à être intoxiquée par cette idéologie, parce qu'elle est persuadée que comme ça, elle va sauver le monde. Hein. Oui. Elle est persuadée que d'abord, il faut sauver le monde, mais je ne sais pas. Moi, franchement, quand quelqu'un me dit qu'il faut sauver la planète, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire sauver la planète ? Sauver l'humanité, éventuellement, je peux comprendre. Et alors déjà, on va parler de quel danger doit-on la sauver. Mais sauver la planète, à la limite, si l'humanité disparaît, la planète continuera. Donc sauver la planète, ça n'a pas vraiment de sens. Alors on me dit, oui, mais si, regarde, il y a une extinction des espèces animales. Alors, je dis oui. Il y en a eu comme 4 ou 5. Non, nous en sommes au moins à la 6e. Ah voilà, donc voilà, j'étais pas loin à 4 ou 5. Voilà. Donc depuis que la Terre existe. Exactement. Enfin, depuis que la Terre existe, on ne sait pas, mais parce que la plus ancienne remonte à peu près à 300 millions d'années. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant ? On n'en sait rien. D'autant plus qu'on sait que celle qui s'est passée à cette époque-là a supprimé à peu près 90% des espèces marines. Et puis la dernière on l'évalue autour de 70 000 ans. Donc, il y a 70 000 ans. Le CO2 ne peut pas être le CO2 d'origine humaine dans les voitures. L'être humain ne peut pas être mis en cause pour la disparition des espèces d'il y a 70 000 ans. Enfin, ça n'a pas de sens. Alors, on nous dit... alors, en général, à bout d'arguments, les gens me disent... parce qu'en fait, dès qu'on commence à parler du climat, de la disparition des espèces, d'un certain nombre d'autres choses, comme moi, ça fait longtemps que je travaille sur ces sujets, en général, à bout d'arguments, ils me sortent « reconnaît que nous sommes trop nombreux sur Terre ». Ah, il dit ça ? Oui. Alors, quand j'ai quelqu'un qui me dit... Mais quand tu dis ça, qu'est-ce que tu réponds ? Tu dis, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est facile. Faut tuer 1 milliard de personnes ? Ah ben oui. Mais combien tu as dit ? 1 milliard ? Non. Mais on a par exemple même le commandant Cousteau, le héros commandant Cousteau, avait dit qu'il faut que l'humanité retombe à 500 millions d'habitants. 500 millions. Maintenant, finalement, ils ont revu un peu leurs estimations à la hausse. Si nous sommes 2 milliards, c'est supportable. Mais donc, quand quelqu'un me dit « reconnaît que nous sommes trop nombreux sur Terre », je dis « d'accord. Tu connais la superficie du Kazakhstan ?» Je ne sais pas si tu l'as déjà... en général, personne ne connaît la superficie du Kazakhstan. Et c'est pour ça que je choisis le Kazakhstan. C'est un très bon choix. Oui, Et donc, si nous mettons 8 milliards d'êtres humains au Kazakhstan... Je crois que c'est 2 725 000 Ah, mètres bravo. carrés. Non, 272 millions, pardon. Non. Non, je ne sais même pas lire un prompteur. Donc, voilà, le réalisateur a voulu m'aider. En fin de compte, je suis trop nul. Vas-y, je te laisse. Mais c'est dommage parce que tu aurais dû suivre ta première intuition de lecteur de prompteur. C'est ce que j'aurais dû faire. Voilà, effectivement, c'est 2 ça démontre quand même l'abaissement du niveau des journalistes, même dans les chaînes non subventionnées. Oui, merci de le souligner. Donc voilà, c'est pas facile du Kazakhstan. Voilà, donc en fait, si tu prends donc les 8 milliards d'êtres humains, tu les mets tous au Kazakhstan, donc 2 700 000 km². En fait, chacun a 300 mètres carrés. 300 mètres carrés.
Et il n'y a plus d'êtres humains nulle part. Nous sommes tous là. J'aurais pu prendre l'Australie, mais c'est moins drôle parce que l'Australie, c'est presque 7 700 000 km². Donc en fait, ça veut dire que si tu mets 8 milliards d'humains en Australie, globalement, on a tous 1000 m². Parce que quand on me dit, oui, mais reconnais quand nous sommes trop nombreux, mais ça veut dire quoi, trop nombreux? À quel niveau, trop nombreux? Effectivement, j'ai vu, je crois que c'est Mark Zuckerberg qui vient d'acheter un yacht à 300 millions de dollars et qui nous explique qu'il faut rouler en vélo, en blablacar ou en covoiturage pour sauver la planète, bien sûr. Mais toi, tu viens d'acheter un yacht à 300 millions de dollars avec d'énormes machines moteurs diesel. Mais ils font tous comme ça. Ils ont même acheté une île avec un bunker. Oui. Oui, puisqu'il y a trop d'êtres humains et que les ressources sont limitées. Et donc, en fait, tu disais effectivement, j'enquête sur l'abondance. Mais on va parler de l'abondance, mais avant ça, allons plutôt sur la dépopulation. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que eux, lorsqu'ils parlent de dépopulation, lorsqu'ils disent voilà, nous sommes trop nombreux parce qu'il n'y a pas assez de ressources naturelles, etc., eux, ils croient en fait, ou c'est juste une vision idéologique de se dire nous ne voulons une sorte d'eugéniste, voilà, oui. Une élite mondiale essentiellement qui peuple l'ensemble de la Terre. Est-ce que c'est plutôt dans ça? C'est exactement ça. À quoi servent les sans-dents? À quoi servent les sans-dents? À rien. En fait, ils en sont arrivés à cette conception. Les sans-dents ne servent à rien. Déjà, rien que de les appeler les sans-dents, ou les gens d'en bas, enfin, je jure, c'est la même, ça participe en fait du même délire, à savoir que nous sommes trop nombreux sur Terre et que c'est vrai que finalement, puisque je parlais de Mark Zuckerberg, je ne sais pas si tu as vu, il avait acheté une maison à Hawaï et puis en fait, il a découvert qu'il y avait un droit de passage. C'est fâcheux, parce que ça veut dire que la plèbe peut marcher sur la pelouse qui a été foulée par le pied de Mark Zuckerberg. Donc effectivement, ces gens-là n'ont pas envie de se mélanger avec nous, que nous nous mélangions avec eux. C'est une évidence. En fait, c'est pas seulement une idéologie, en fait. Ça devient même une politique. Pourtant, ils auront toujours besoin de sans-dents pour nettoyer leurs toilettes, par exemple. Alors, non, parce que justement, la robotique, et puis on peut penser qu'à ce niveau de richesse, ils n'ont plus besoin d'aller aux toilettes. Bon, je retire c'était pour mettre un peu d'humour. Malgré tout encore. Hein. Voilà, je ne sais pas. Et non, parce qu'en fait, avec la robotique, l'intelligence artificielle, en fait, il n'y a quasiment pas de métier qui ne sera pas potentiellement remplaçable par des machines. Et donc entre leur délire transhumaniste et le remplacement de la force et de l'intelligence humaine par celle des machines, eux pensent qu'ils auront, ça satisfera tous leurs besoins en fait. Et donc ils pourront continuer de se promener sur des yachts à 300 millions de dollars. Mais au moins, il n'y aura pas tous ces gens qui viendront les indisposer, quoi. Alors, d'accord. Il manque de ressources, d'après eux, très bien. Mais pour se débarrasser de 5 milliards de personnes, il faut quand même qu'il y ait des causes, certaines causes, et pas des moindres. Oui. Est-ce qu'eux ont pensé à ça? On va pas parler. Il y a certains mots qu'on ne prononcera pas ici, donc nous ne les prononcerons pas. Mais il y a notamment Bill Gates a participé à un certain TED à San Francisco. Il dit clairement, donc le premier facteur pour sauver la planète, il parle bien de surpopulation et il donne le moyen pour réduire de 10 à 15% la population. Il le dit. Mais c'est toujours pas assez, malgré tout. C'est un début. C'est-à-dire que en fait, je ne sais pas si tu veux qu'on commence à parler d'abondance. En fait, oui, mais continue de te lancer. Quand on nourrit les gens avec ce qu'on les nourrit aujourd'hui, bourrés de chimie, quand on les met dans un environnement de pollution permanente, à tous les niveaux, je veux dire, il n'y a pas que la 5G, à tous les niveaux. Quand en plus il y a une peur permanente, un stress permanent qui est infligé à tout le monde, et je ne parle pas que du Covid,
ça ne date pas que du Covid, mais ça a été un moyen d'accélération clair. Oui, tu crées j'ose pas dire civilisation, donc je vais dire population. Tu crées des populations qui finalement perdent leur humanité, qui se sentent isolées. On sépare les familles. Il n'y a jamais eu autant de suicides des jeunes et des moins jeunes. Pourquoi ? Parce que en fait, quand tu as une population qui est victime de perte de repères, bien que vaut la vie ? Pas grand-chose. Enfin, elle ne vaut plus grand-chose. Et c'est exactement ce que tu disais au début, c'est-à-dire qu'on a infligé aux jeunes générations que faire des enfants, c'est détruire la planète. Au contraire, moi, je suis souvent allé, on en parlera, mais je suis souvent allé au Mexique, j'ai rencontré des cultures différentes, et pas qu'au Mexique. Effectivement, on va dire des hommes médecine, enfin le mot chaman, c'est pas celui qu'ils emploient, mais des hommes médecine, en Amérique latine, m'ont expliqué qu'en fait, l'homme a un rôle essentiel, il peut rééquilibrer des lieux. Notre énergie humaine peut rééquilibrer des lieux. Moi, quand je parle du film Abondance, on en parlera un petit peu, j'en parle à des jeunes, je leur dis par exemple, quand nous entrons dans une forêt, la forêt le sait. Parce qu'en fait, tout être humain émet un courant électrique, enfin tout être vivant d'ailleurs, c'est pas uniquement humain, émet un courant basse tension. Et il y a des interéchanges permanents. C'est-à-dire que quand nous entrons dans une forêt, la forêt, nous allons en fait influencer le premier arbre que nous allons rencontrer, et de proche en proche, toute la forêt va savoir qu'il y a une autre énergie qui est présente. Et de même, nous recevons ces messages. Et ça, on n'a pas encore fait l'expérience, mais on a fait beaucoup d'expériences sur les merveilles de la nature, sur la magie des plantes. Je me demande même si la forêt ne sait pas que je me prénomme Patrick ou tu te prénommes Mike. Je pense que ça peut même aller jusque-là. C'est incroyable ce que l'on peut faire. Alors, vas-y, continue. Et donc, alors, sur quelle partie ? Sur la partie... Non, alors, je vais aller tout de suite vers l'abondance, mais avant ça, j'avais une question. Est-ce que l'on sait quelle serait cette fameuse future élite qui survivra aux gueux que nous sommes ? Oui, oui, clairement, oui. En fait, ils se reproduisent entre eux. Enfin, mais alors, on voit bien, parce qu'aujourd'hui, l'école n'est plus forcément un ascenseur social, puisqu'on voit bien que... Alors, je vais prendre un exemple récent. Quoi qu'on pense de Gabriel Attal, est-ce qu'on l'a choisi pour ses compétences, pour son expérience, ou pour d'autres critères qui n'ont rien à voir avec cela ? C'est-à-dire que normalement, quand on a une aristocratie, ça devrait être les meilleurs d'entre nous. Or, je n'ai pas l'impression depuis ces dernières années, notamment depuis 2017, que ce sont les meilleurs qui sont sélectionnés pour occuper des postes à responsabilité. On a voulu mettre la fin des privilèges monarchiques, on a ajouté les privilèges républicains. Oui, voilà. C'est ce qu'on vit peut-être dans son summum aujourd'hui. Mais là, j'ai entendu, je n'ai pas vérifié l'information, mais j'ai entendu que donc il faut remplacer des vitraux à Notre-Dame de Paris. Tu as entendu cette... J'ai fait une émission hier sur GPT d'Actu. J'ai pas pu la voir. Tu as vu les 40 experts qui disent non, il ne faut pas remplacer les vitraux, il faut reprendre ceux de Viollet-le-Duc. Et M. Macron aurait, je vais mettre au conditionnel, aurait imposé des vitraux modernes. Mais tu sais qu'à la base, le projet, et c'est écrit dans le livre de Mme Roselyne Bachelot, qui était ministre de la Culture, ça devait être, à la place de la flèche. De la flèche, ça devait être un phallus géant. Oui. Et c'est Mme Brigitte Macron qui a demandé ça. Oui. C'est une réalité. Hein. Là, on rigole, mais le pire, c'est ça. Ah non, on rigole pas. Ah non, moi, ça on sourit. On sourit, oui. Mais c'était une réalité. Oui. Elle demandait que soit remplacé par un phallus géant. Oui. Là, il demande des vitraux. Moi, je pense, c'est mon avis, c'est que dorénavant, ces gens-là, qui sont des satanistes, se sentant gagnés, la guerre, ils veulent dorénavant imposer leur symbolique, tout simplement. Je rappelle que nous avons eu récemment une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
Voilà. Donc, oui, en fait, pour répondre à l'une de tes questions, la destruction des valeurs, et d'ailleurs aujourd'hui, dès qu'on emploie le mot valeur, on est forcément de droite ou d'extrême droite. Ben non, on peut avoir des valeurs humaines, et justement d'ailleurs, la création de la chaîne Novimondi.tv, c'est de montrer justement que l'humanité peut être merveilleuse. Il faut déjà le savoir. Une fois qu'on en a pris conscience, que le projet humanité, d'où qu'il vienne, est quelque chose de magnifique, enfin, justement, l'humanité était capable de construire Notre-Dame de Paris. Enfin, sur la chaîne, on a une rubrique justement qui s'appelle Vers le ciel, où, par exemple, au 8e siècle, en Chine, à Leshan, ils ont construit un Bouddha de 70 mètres de haut en creusant la falaise. Je ne sais pas si tu vois, au 8e siècle, un Bouddha de 70 mètres creusé dans la falaise. Donc on est capable, oui, de produire des miracles. Nous sommes capables de produire des miracles, quelle que soit d'ailleurs la dimension spirituelle ou la foi. Justement, on n'a pas à opposer les musulmans aux juifs, aux chrétiens, aux bouddhistes, etc., etc. L'être humain est quelque chose d'extraordinaire. Et la Terre aussi, dans le sens où, là on peut aller sur l'abondance, elle permet... l'abondance pour l'ensemble de l'humanité. Je crois même que la Terre... J'avais vu un chiffre où on parlait de qu'elle pouvait nourrir 70 milliards de personnes, quelque chose comme ça. Alors, on va rester plus modeste, mais sans aucun problème, le double de l'humanité, oui, bien sûr. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça fait 15 ans maintenant que j'ai commencé un film. D'ailleurs, je vais le terminer cette année et on le diffusera en première exclusivité justement sur Novimondi.tv, mais on a déjà des éléments. Alors, à l'origine, le film s'appelle « Nous pouvons nourrir toute l'humanité ». Donc là, je remercie le groupe Bilderberg. Pas tous les jours, hein. Voilà, donc je les remercie. Alors pourquoi? Parce que quand je commence le film en 2009, alors je me souviens plus si c'est en 2009 ou en 2010, leur séminaire annuel, cette année-là, c'est « We can't feed the world ». Nous ne pouvons pas nourrir toute l'humanité. Donc ça veut dire qu'en 2009 ou 2010, le groupe Bilderberg, son thème principal, c'est « Nous ne pouvons pas nourrir toute l'humanité ». Et donc moi, au même moment, donc, je suis en train de montrer des récoltes incroyables, sans un gramme de chimie. On peut en parler, j'en parlais quelques instants. Et donc, le titre du film devient « Nous pouvons nourrir toute l'humanité ». C'est-à-dire qu'évidemment, je prends le contre-pied du groupe Bilderberg. Et en septembre dernier, tu y faisais référence, j'ai changé le titre. Donc, « Nous pouvons nourrir toute l'humanité » devient le sous-titre. Et le titre devient « Abondance ». Et ça, c'est merci Monsieur Macron, puisqu'il nous a annoncé que l'abondance était terminée, alors que la plupart d'entre nous ne savions même pas qu'elle avait commencé. Ben non, justement, et que j'étais en préparation du projet Novimondi.tv, qui montre que l'abondance est possible, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est quoi tous les domaines? Sois plus précis. Alors, nous avons combien de temps d'émission? Ben vas-y, là, on a le temps, t'inquiète pas. Déjà, sur le plan alimentaire. C'est-à-dire que je disais, je suis souvent allé au Mexique. Je suis notamment allé voir un agriculteur dont certains de nos spectateurs connaissent, Don José ou Don José Carmen. Il y a eu un excellent film sur lui qui s'appelle L'homme qui parle aux plantes. Donc je suis allé le voir 6 ou 7 fois au Mexique. Il faisait pousser des choux de 35 kilos, des champs de maïs de 5 mètres, des betteraves de 13 kilos, etc., etc. Mais j'ai vu la même chose au Canada, au fin fond du Canada. Nous avions jusqu'à 137 pommes de terre sur un plant. Donc pour ceux qui sont peu familiers avec l'agriculture, normalement un plant de pommes de terre, c'est 10, 12, 13 pommes de terre. On peut mettre toute la chimie qu'on veut, on ne dépassera pas 15. Allez, là nous en avions 137, etc., etc., etc. J'ai des dizaines d'heures d'expériences que nous avons faites en jardinage, mais également en grande culture. Où, là, c'est une ferme de 300 hectares de maïs que j'ai suivi au Mexique. Ils sont passés de 10 hectares, de 10 tonnes à l'hectare à 20 tonnes. Et on pense qu'on peut encore faire mieux. Toujours sans un gramme de chimie. C'est-à-dire que déjà sur le plan alimentaire,
avec ce que nous sommes capables de faire en collaboration avec la nature, c'est-à-dire que pas vouloir imposer dès qu'on voit des vers de terre, il faut écraser ça, ben non, au contraire. Il faut des sols riches, des sols vivants, donc des vers de terre, de la faune, etc. etc. Mais encore une fois, je pourrais parler pendant une journée de récoltes extraordinaires que j'ai vues. Et en plus, la France est pionnière dans ces techniques sans chimie, puisque j'ai republié un livre qui avait disparu sous Louis XVI, donc fin du XVIIIe siècle. L'abbé Berthelon, non seulement écrit un livre qui s'appelle « De l'influence de l'électricité sur les végétaux », mais en plus, il invente un petit appareil qu'il appelle l'électrovégétomètre pour amplifier l'énergie naturelle et avoir des récoltes extraordinaires. Donc déjà au XVIIIe siècle, on connaît ça. Et en fait, on a, pour ceux qui ont entendu parler d'électroculture ou de ces techniques, par exemple, avant la Seconde Guerre mondiale, il y a Justin Christoflo qui a des récoltes, des pommes de terre d'1,2 kg, des poires de 1,2 kg, 1,3 kg. Marcel Violet aussi a fait de l'eau dynamisée, etc. Et tout ça s'arrête en fait après la Seconde Guerre mondiale et le plan Marshall. Tout ça, ça veut dire que l'industrie connaît ça. Les pouvoirs publics savent que ça existe. Pourtant, on empêche nos agriculteurs d'utiliser ces méthodes. Oui. Elles sont interdites, oui. Ah oui. Donc, pourquoi c'est interdit ? Bien, parce que ça ne rapporte pas des... En fait, on s'aperçoit... Monsanto, quoi. Monsanto, Syngenta, enfin, c'est les mêmes. Et d'ailleurs, et ça commence à venir, j'ai vu, quand quand Bayer a racheté Monsanto, ils ont payé un prix astronomique, c'est-à-dire 50 milliards je ne sais plus si c'est 50 ou 52 milliards en dollars ou en euros, enfin, de toute façon, c'est à peu près pareil. Une entreprise qui ne fait que 18 milliards de chiffre d'affaires. À l'époque, Monsanto faisait 18 milliards. C'est un multiple rare. Et en fait, je me suis dit, mais ce qu'ils vont faire, c'est que Bayer, c'est d'abord un groupe pharmaceutique. On rappelle qu'il a créé le Zyklon B. Oui. Quand même, il faut le rappeler. Oui. Faut le dire. Je rappelle d'ailleurs que les usines d'engrais aujourd'hui, dont nous n'avons plus besoin, et c'est ce que nous montrons sur novimondi.tv, ont servi pour recycler des usines d'armement. En fait, pour faire des bombes, il faut en résumer de l'ammoniac. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on fait de nos usines d'ammoniac ? Il n'y a pas de problème, on fait le plan Marshall. Et on oblige les pays européens on leur prête de l'argent, parce qu'on n'a pas donné de l'argent, on a prêté de l'argent, avec obligation d'acheter des semences donc génétiquement modifiées. Enfin, c'est pas des OGM, c'est ce qu'ils appellent des hybrides. Je rentre pas dans les détails, mais le problème d'une graine hybride, c'est que si tu la plantes, tu vas avoir des tomates. Mais si tu récoltes les graines des tomates et que tu les replantes, c'est fini. Ça ne va pas à la génération d'après. Alors que les agriculteurs, depuis des millénaires, enfin même plus que ça, récoltent des graines, les meilleures, les mettent en terre, et ainsi de suite. Et en plus, elles coévoluent avec la nature, donc avec les changements climatiques, etc. etc. Donc on a des plantes résilientes, qui résistent. Alors ce qui me fait rire avec Monsanto, c'est que nous avons vendu les OGM comme étant la solution pour pouvoir nourrir l'Afrique, en gros. C'est faux. C'est une connerie. Hein. Non, c'est fait pour piller encore plus l'Afrique. Parce que, et justement, et ça va encore plus loin, quand Bayer rachète Monsanto à un prix exorbitant, en fait, je me dis qu'ils vont aller jusqu'à, par exemple, ils vont faire des semences qui vont générer par exemple, tu sais, la Ritaline pour les enfants hyperactifs, etc., où maintenant, dès qu'un enfant est dynamique, etc. Là aussi, j'invite les gens qui nous regardent à aller, après l'émission bien sûr, voir l'émission de la semaine dernière avec Jean-Luc Robert qui parle de la Ritaline, mais bien sûr. Qui parle de HPI, HPE, toutes ces choses. Et en fait, le projet, donc on y retourne, en fait, des mondialistes, c'est finalement que ton médicament soit ton aliment. Tu sais, l'une des fameuses phrases attribuées à Hippocrate ou à d'autres. En fait, eux, ils la prennent au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'effectivement, le blé va être bourré de Ritaline, et on va manger du pain à la Ritaline. Est-ce que ça veut dire que ce grand film avec
l'immense acteur Charlton Heston, qui s'appelle Soleil Vert, était quelque chose, on va dire, de prémonitoire. On se rappelle, ouais, c'était une société moderne où où le climat est infernal, où les vieux doivent être zigouillés, et puis on leur montre des images d'antan avec des animaux, des prairies. C'est exactement ça. Est-ce que c'est ce monde, est-ce que c'est le monde futur qu'on nous impose? Et en fait, on doit manger des bâtons verts qui au final, sont des êtres humains compostés. Alors ça, ce sera pour les meilleurs d'entre nous, parce que les autres ont droit aux insectes, hein, je le rappelle. Or, on nous dit oui, non mais ce sont des protéines, mais ça ne fonctionne pas comme ça, le corps. C'est-à-dire qu'en fait, depuis des milliers d'années, notre corps a une bibliothèque interne qui fait qu'il reconnaît non seulement la chimie de ce qu'on lui propose, mais également l'énergie de ce qu'on lui propose. Nous, enfin, là c'est trop long, on n'a pas le temps, mais on a fait des essais. Et en fait, même un grain de maïs à 0,5% d'OGM, chimiquement, c'est un grain de maïs, mais énergétiquement, on l'a vérifié, ça n'a rien à voir avec un grain de maïs. Donc quand on avale ça, le corps ne reconnaît pas que c'est un grain de maïs énergétiquement. Donc, notre conclusion, c'est que ça peut générer justement des cancers, des inflammations, etc., etc. Donc en fait, pour répondre à une de tes premières questions, oui, la nourriture nous tue. Enfin, il n'y a jamais eu autant de gens allergiques à la nourriture. Enfin, et il n'y a pas que le gluten. On voit des gens allergiques maintenant aux crevettes, enfin, à tout. À tout. Non, et j'en avais parlé avec Virginie Joron concernant la farine sur les insectes. Et il se trouve que l'homme ne digère pas l'insecte. Oui, il ne mange pas. Mais bien sûr. Voilà. Il faut avoir un enzyme de moineau, d'un oiseau. Mais exactement. Et l'homme ne digère pas non plus les OGM. C'est un. Alors, et donc du coup, toi, tu as pu voir là-bas au Mexique que au Mexique, en France, au Canada, avec des méthodes peut-être ancestrales, on pouvait avoir, des pommes de terre, des tomates à foison, quoi. Oui, et savoureux. Ben, par exemple, l'année dernière, je suis allé déguster chez des amis, enfin, j'ai filmé les tomates faisaient 1,7 kg. 1,7 kg la tomate. Ah oui, c'est une belle tomate. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on nous impose la tomate cerise. Oui. C'est une. Que je trouve dégueulasse d'ailleurs. Ben, elle est dégueulasse parce que la plupart des tomates en France que nous mangeons, à peu près 90% des tomates, n'ont jamais connu le sol. C'est de l'hydroponie en fait, tu sais, c'est sur. Bon. Là, les tomates d'1,7 kg, et puis après mon départ, sur 7 pieds, ils ont ramassé 42 kilos de tomates, sans un gramme de chimie. Sans un gramme de chimie. Mais les oignons font autour de 4 kilos. Sans un gramme de chimie et même sans arroser. En fait, on sait très bien nous, dans ce que nous faisons, nous avons constaté X fois, moi ça fait plus de 15 ans que je passe du temps dans les champs et pas uniquement en France, qu'en fait, quand on amplifie l'énergie naturelle, on n'a pas besoin d'irriguer, ou quasiment pas besoin d'irriguer. Donc on n'a pas besoin d'eau. On n'a pas besoin d'eau. Mais même sur l'eau, tu me demandais sur quel sujet il y a l'abondance, mais sur l'eau aussi. Donc les mondialistes nous expliquent que, allez, dans pas longtemps, nous allons devoir nous entretuer pour les dernières gouttes d'eau qui resteront sur Terre. Ben, évidemment, moi je comprends que les jeunes n'aient pas envie de faire des enfants. Quand on leur inflige en permanence d'ailleurs j'ai entendu certains mouvements, etc., ils ne parlent même plus d'extinction d'espèces, maintenant ils parlent d'extermination. Mais en même temps, c'est comme ça qu'ils ont des subsides de gens riches. On ne citera pas de nom, c'est pas la peine. Puis on n'a pas le temps. Mais en fait, sur l'eau, par exemple, on va parler du domaine irrationnel jusqu'au domaine rationnel. Vas-y. Domaine irrationnel, par exemple, j'ai dit que j'étais allé régulièrement au Mexique. J'ai participé donc avec Don Carmen alors ça peut sembler bizarre et après on passera sur le rationnel, à des expériences de déclenchement de la pluie avec les esprits. Alors moi je ne parle pas aux esprits, mais lui
Donc les esprits lui ont expliqué qu'on peut faire de la pluie n'importe où sur Terre, même dans les déserts. Donc moi j'ai participé à 2 expériences, dont une qui a duré 6 semaines, on a fait 20 000 km dans le quart sud-est du Mexique. L'année dernière, ils en ont fait une très courte à Mérida. Je n'ai pas pu y aller parce que ça s'est fait sur 2 jours. Donc ça faisait plusieurs mois qu'il y avait de la sécheresse, donc les récoltes étaient menacées, enfin pas que les récoltes d'ailleurs, enfin c'est toute la vie qui est menacée quand il n'y a pas d'eau. Ils ont donc, à l'eau, ils ont expliqué à Mérida, en cette période, ce qu'il fallait mettre en terre. Donc ils ont creusé, ils ont mis en fait des substances de genre du manganèse ou des choses comme ça. Et nous avons les images, le lendemain, il a plu. Alors il y a oui, mais la météo s'est peut-être trompée. À ce point-là, c'est quand même étonnant. Du jour au lendemain, ils ont fait de la pluie. Ça, c'était le côté irrationnel. Et j'ai participé à 2 expériences, plus ils en ont fait d'autres auxquelles je n'ai pas participé, mais qui se sont montrés avec des résultats probants. Mais il y a aussi ça en France. Hein. Tu amènes François Hollande, il pleut. D'accord, c'est autre chose. Je ne savais pas que c'est peut-être parler à François Hollande, c'est peut-être parler à un esprit. C'est possible aussi. Va savoir. Mais là, là on rigole, mais il y a des méthodes ancestrales qui ont fonctionné et c'est pas surprenant. Non, mais ça fonctionne depuis tout le temps. Et là maintenant, je vais parler de justement ça. On a mis l'introduction sur la chaîne novimondi.tv sur l'eau. La partie maintenant, on va passer à la partie rationnelle. Donc j'ai participé cet été à une exploration d'eau primaire. Alors qu'est-ce que c'est l'eau primaire ? L'eau primaire, en fait, c'est depuis des millions d'années, la Terre, le cœur de la Terre, je préfère employer le mot le cœur de la Terre plutôt que le centre de la Terre, le cœur de la Terre envoie des molécules, enfin, etc., qui se transforment en eau, mais qui n'atteint pas la surface et qui n'atteint pas même les nappes phréatiques. Et donc, c'est pour ça qu'elle est appelée eau primaire. C'est une découverte qui a été faite sur le plan scientifique, qui a été faite dans les années 70 aux États-Unis, le Dr Salzman, et puis qui a été perfectionnée. Donc, en fait, en quoi ça consiste ? Là, on utilise de la technologie, c'est-à-dire du rayonnement gamma. Donc, en fait, ce sont des appareils qui émettent un rayonnement gamma. Donc, on voit s'il est absorbé, c'est qu'il y a probablement de l'eau. Et puis ensuite, le deuxième outil technologique qui est utilisé, c'est la résonance électroacoustique. On envoie un son et la façon dont il revient, ça montre s'il y a de l'eau ou pas. Et donc, en fait, on l'a fait cet été au mois de juillet dans les Pyrénées. Et en fait, on voit donc sur l'écran de l'ordinateur, à 20-30 mètres en dessous de la surface du sol, on voit les nappes phréatiques. Donc là, tout est normal. Et puis, 40 à 50 mètres en dessous, on voit une immense poche d'eau qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on aille la chercher. Et ensuite, ils ont fait la même expérience en Algarve qui a été suivie d'un forage. Là, malheureusement, je n'ai pas pu y aller, mais j'irai voir quand même. Donc, pareil, même technologie. Rayonnement gamma, résonance électroacoustique, etc. On voit des poches d'eau. Là, ils ont fait un forage. Donc, il y avait les nappes phréatiques et en fait, ces poches étaient à 400 mètres en dessous du sol. Donc, 400 mètres pour un forage, c'est pas beaucoup. Enfin, 3 à 4 000 mètres, ça devient... Mais 400 mètres, c'est rien, entre guillemets. Et en fait, ils ont maintenant une eau... ils ont 50 mètres cubes d'eau par heure. Dans une partie de l'Algarve qui devient aride, donc qui allait disparaître, en fait, c'est une exploitation agricole. Ils ont maintenant une eau, en plus, qui n'a jamais connu la pollution. Parce qu'eau primaire, ça veut dire qu'elle n'a pas connu le cycle de l'eau. Et tu sais, le cycle de l'eau, nappe phréatique, ça remonte, rivière, la mer, ça s'évapore, pluie, rivière, enfin, voilà. Là, c'est de l'eau qui est dans le cœur de la Terre depuis des millions d'années, qui attend simplement qu'on vienne la chercher. Il y a eu des expériences qui ont été faites en Jordanie. Alors, les scientifiques nous expliquent toujours maintenant, là, à cet endroit, il n'y aura pas d'eau. Eh bien, si. Donc, la ressource, elle est là.
Donc, effectivement, là, vous faites géopolitique en faisant un sujet sur l'abondance, vous faites une émission dangereuse, parce qu'en fait, moi, ce que je dis, c'est que nous allons à l'encontre du World Economic Forum et des mondialistes. En alimentation, on peut nourrir 2 fois la planète sans chimie. Sans chimie. Et je peux en parler pendant des journées, puisque de toute façon, on va le montrer sur novimondi.tv. Voilà, allez sur Novimondi. Merci de vous abonner. L'agriculture. Sur l'eau. L'eau. Et il y a une troisième chose, c'est l'énergie. Mais alors ça, on n'a pas encore, mais on y viendra. Attends, on nous a dit depuis des années que M. Tesla avait trouvé cette énergie oui. abondante et gratuite. Oui. J'imagine que si des gens intéressés reprenaient ces travaux, ils trouveraient aussi cette fameuse énergie abondante et gratuite. Alors, elle a déjà été retrouvée, mais disons qu'elle n'est pas sans danger. Parce que tu imagines un monde... Ah oui, elle est pas sans danger pour Elf, pour le Qatar, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, la Russie, tous ces gens. Voilà. Évidemment. Les mondialistes. Ça c'est sûr. Ça. Elle est même dangereuse. Donc, en fait, pour ceux qui reprennent ces travaux-là, d'ailleurs, je leur conseille de ne pas déposer de brevet, parce qu'on l'ignore, mais j'avais justement travaillé avec quelqu'un qui avait trouvé un système qui était très intéressant. En fait, on pouvait mettre c'est un moteur à eau, on pouvait mettre de l'eau sale, de l'eau salée, enfin n'importe quelle eau, et ça produisait de l'électricité. En fait, il dépose le brevet et, dans les 15 jours qui ont suivi, il a reçu une lettre de l'armée lui disant « Monsieur… En France ? Oui, en France. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ni même d'en parler, votre brevet, tant que nous n'aurons pas étudié les applications militaires qu'il peut contenir. » Genre 2 mois après, ils lui ont écrit en disant que il pouvait utiliser son brevet et qu'il n'y avait pas de souci. Donc oui, mais j'ai déjà vu fonctionner ce qu'on appelle de l'énergie libre. Est-ce que ça veut dire que en fait tout ce que tu me dis, c'est dangereux dans le sens où ça fera tomber le capitalisme en gros. C'est-à-dire que tout ce qui coûte des fortunes pour les gens, pour des gens de la petite classe moyenne ou la classe populaire qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à faire le plein de leur bagnole, là, tu es en train de dire que normalement, ces gens-là doivent faire tout ça gratuitement. Il y aura plus de 100 ans. Ouais. Il y aura plus de 100 ans. Et évidemment, les 1% qui possèdent tout le reste de la planète, eux, ils seront dans la merde. Et oui, parce que c'est à partir du moment... et encore une fois, je redis, et merci pour ceux qui s'abonneront à novimondi.tv. Allez-y, novimondi.tv. Allez-y, en plus, vous avez 10% avec le code promo Géopolite. Donc allez-y, Géopolite, 10%. Moi, je vous y invite. Vous aurez de la vraie information, quoi. Alors, en fait, on montre que l'âge d'or est possible, en fait, qu'il est déjà là, qu'il nous attend. C'est-à-dire que, en fait, si on comprend le monde, tu parles des 1%, c'est exactement ça. Les 1% possèdent tout. 99%, etc. Ils possèdent tout. Donc, si demain, on commence à découvrir, d'abord qu'il n'y aura pas de pénurie d'eau, il n'y aura pas de pénurie alimentaire, et puis même que finalement, on peut trouver le bonheur en s'émerveillant de milliers de choses qui nous entourent, qu'on peut participer justement à cet élan de ce que j'appelle le projet humanité, c'est-à-dire quelque chose qui est capable de tailler un Bouddha de 70 mètres dans une falaise, qui est capable de construire Notre-Dame de Paris, etc., etc. Oui, ça remet tout en question, parce que tout en question sur leur modèle à eux. C'est-à-dire que, donc, globalement, on doit être malade, parce qu'un bien portant ne rapporte rien. Donc, on doit avoir des maladies, on doit être sous stress, sous la peur, sous une alimentation, etc., etc. Et je ne parle même pas de la partie médicale, qui est un autre vaste sujet. Et oui, on fait des gens mal portants. Mais dis-moi, là, tu soulèves un lièvre qui ferait perdre, je te le dis, qui ferait tomber le capitalisme mondialisé. Évidemment. Et qui a besoin de guerre, d'ailleurs. Parce qu'il n'est pas loin du précipice. Il est à côté du précipice.
Malheureusement, tant qu'il n'y aura pas cette fameuse gratuité, il ne sera pas côté du précipice, parce que malheureusement, le capitalisme, en tout cas le néolibéralisme, c'est un consumérisme, c'est un peu le diable qui te dit « Ah, ben, tu vas jouir de quelque chose ». Et dans le fond, des êtres humains, on veut tous jouir de quelque chose, donc c'est beaucoup plus simple pour lui de nous l'imposer. Mais, je ferme cette parenthèse, mais du coup, toi, tu as soulevé ces lièvres. J'imagine que des gens sont au courant, et là encore plus, de tes travaux. N'as-tu pas peur pour toi? Non, parce que nous sommes des millions en fait. C'est-à-dire que donc ça fait très longtemps que je fais ça, et en fait ça surgit de partout, mais de partout. Donc si c'est pas moi, ce sera d'autres qui reprendront le flambeau, mais ça surgit de partout. En fait, c'est une vague qui me paraît inarrêtable. Et c'est vrai qu'on a... L'idée, en fait, c'est de montrer que... Mais une fois que qu'on nous met dans la peur permanente, dans le stress, etc., tu vois, même l'immigration, d'envoyer des plus pauvres que nous, on l'a vu en Allemagne, ça permet de calmer la classe ouvrière, les syndicats, d'ailleurs, tu as vu, ils vont fermer les usines Volkswagen, enfin, un grand nombre d'usines Volkswagen en Allemagne, ce qui est une aberration. Et donc, quand on envoie le néolibéralisme ou le capitalisme, oui, ils déplacent des masses parce que ça leur coûte encore moins cher. Et je vais te dire, sans être marxiste, on voit qu'on est déjà... je pense qu'on est à une prémisse de cette société. Tant qu'on ne gagne pas, c'est encore les prémices. Mais l'objectif étant la dépopulation en Europe Partout. Mais plus en Europe, je pense, pour qu'il y ait des foyers humains d'esclaves pour les 500 millions qui vont jouir de la luxure. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, l'Ukraine, c'est déjà fait. Ils ont déjà détruit la population ukrainienne. Quand tu as 1 million d'hommes, plus ou moins, qui sont morts, voire sans compter les blessés graves, c'est fini. Il n'y aura plus de peuple ukrainien. Donc oui, quand tu parles de destruction des populations européennes, oui, bien sûr, l'Ukraine. Après, la Pologne, l'Allemagne, la France. Mais en fait, c'est multiforme. C'est-à-dire que pour garder leur pouvoir, pour garder leur... Parce qu'en plus, c'est très facile à comprendre. Quand on est soumis à ces pressions permanentes, à ce stress, etc., qu'on nous menace de perdre notre emploi, etc., et qu'on n'a pas d'autre choix que de se taire, que de suivre ce qu'on nous impose, on est obligé de compenser. Les gens compensent. Ils vont manger du sucre. Ils vont manger ils vont regarder... c'est un poison, le poison. C'est un poison. Il va y avoir des addictions. La drogue, l'alcool, le tabac. D'ailleurs, sur certains de ces produits, l'État gagne beaucoup d'argent, de toute façon. Mais donc, plus on met de la peur sur la population, et d'ailleurs, ça a commencé aux États-Unis, l'espérance de vie a diminué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'espérance de vie d'un Américain est inférieure à celle d'un Chinois. Et alors on peut dire, mais oui, l'espérance de vie aujourd'hui aux États-Unis, elle est inférieure à celle des Chinois. Et c'est normal quand on voit leur type de société. Enfin, on a tous vu ces images. C'est le capitalisme sauvage. C'est ça. C'est le néolibéralisme. Sans limite. Merci à toi, cher Patrick. Où est-ce que justement, tiens, c'est quoi? C'est des reportages que tu as? Alors, sur Novimondi, raconte-nous en 30 secondes. En 30 secondes, nous allons à la rencontre de tous ceux qui créent cet âge d'or, ce monde... C'est-à-dire que là, par exemple, je mets mon code promo pour avoir 10%, je vais sur le site Novimondi, qu'est-ce que je vois comme type de contenu? Déjà, je vais payer pour une année, je dis bien pour une année, 18 €. Voilà. C'est le prix d'un livre pour une année. On veut justement que ce soit accessible au plus grand nombre, et notamment à ceux qui ont peu de moyens. Bon. Et donc, nous avons un certain nombre de rubriques, dont une rubrique qui s'appelle l'abondance. Donc, on va montrer toutes ces techniques au fur et à mesure. Alors, moi, j'ai des dizaines d'heures, donc le temps de les... donc, on n'a pas encore tout mis en place. Mais nous avons mis, par exemple, aussi de la musique des plantes. Nous enregistrons des musiques de plantes, c'est doux, c'est bienveillant, et puis un peu plus tard, on fera des essais pour voir sur le plan thérapeutique ce que... En tout cas, tout ce qu'on s'est dit sur 50 minutes, il y aura en plusieurs heures de vidéos... des dizaines d'heures. Des dizaines d'heures de vidéos
En tout cas, merci à toi, cher Patrick. Voilà, vous allez sur Novimondi TV, vous tapez le code promo Géopolite, moins 10%. Voilà, nous, vraiment, je soutiens et Géopolitique Profonde soutient à fond cette chaîne. Donc, allez-y. De toute façon, vous retrouverez Patrick. Vous savez très bien que les studios ici ils sont ouverts, donc il vient quand il veut. Merci à vous d'avoir été si nombreux. N'hésitez pas à vous abonner à l'aide de Géopolitique Profonde. L'article exclusif de Pierre Hilard, il est là et à l'intérieur. Allez-y, vous cliquez sur le lien ci-dessous. Passez une excellente soirée et on se retrouve demain, même endroit, même heure. Allez, salut, ciao. En France, voici comment se déroulerait le déclenchement d'une frappe nucléaire. Des scènes de violence contre commissariats, mais aussi des écoles, des mairies. Qui gouverne le monde, hein. Beaucoup de gens pensent, à tort, que ce sont les hommes politiques.